Vincent Baruet, qui est donc directeur associé de la Foncière Numérique. Ça, c'est une initiative absolument époustouflante qui consiste à virtualiser tous les immeubles, mais il nous en parlera tout à l'heure. BIM, qui veut définir le BIM? Ça, c'est pour moi, ça. C'est Vincent. Alors, je pense que si la technique veut bien afficher ce qu'on avait marqué, voilà. Alors, vas-y. J'avais pas la même définition. Ça veut dire normalement bien investir maintenant. Mais oui, effectivement, techniquement, ça veut dire Building Information Modeling. Alors là-dessus, là, normalement, personne ne comprend rien. En fait, c'est assez simple. Ça consiste à digitaliser des actifs. Alors là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire les reconstruire espace par espace, composants, équipements, organes fonctionnels, dans un langage de base de données. Ça veut dire qu'on peut y associer des informations à chacun de ces éléments et en retirer de la connaissance, des extractions d'informations à la volée qui vont nourrir en fait des flux métiers en informations très précises et ce de façon automatique. Et c'est en train de se développer considérablement. Ça vient des États-Unis. Ça a beaucoup commencé dans la conception-construction. Et c'est en train de se déployer énormément dans l'exploitation, notamment dans ce qui représente 98% du parc, à savoir les bâtiments existants, qui souffrent d'une méconnaissance profonde et qui nécessitent d'être numérisés dans ce langage BIM. Voilà. D'accord, d'accord. Donc la numérisation nous permet enfin de construire des immeubles avec les mêmes méthodes que celles qu'on avait utilisées pour aller sur la Lune. Parce que vous dites que sur les chantiers, le grand problème, c'est que les corps de métier attendent d'autres corps de métier qui attendent d'autres corps de métier. Et il fallait optimiser tout cela. Et le BIM va donc permettre de réduire le coût de construction et de réduire le temps de la construction. Ouais. On construit tous les ans une ville comme New York. Enfin, tous les mois maintenant, dans le monde, on construit une ville de la taille de New York, l'équivalent. Donc il est temps de rationaliser tout ça. D'accord. Alors, eh bien maintenant, on va arriver sur la virtualisation des immeubles. Vincent Baruet, parlez-nous un peu de cette foncière numérique qui est absolument envoûtante quand on voit tout ce que vous êtes en train de faire. Merci. La foncière numérique, effectivement, porte un nom assez significatif qui est, en fait, on considère qu'elle peut être le miroir numérique d'une foncière immobilière. Alors, pour expliquer un petit peu ce qu'on fait plus précisément, j'ai besoin de partir d'un constat qui, effectivement, est que l'immobilier est un immense gisement de données. C'est même, je pense, le plus important de la planète. L'immobilier, c'est le dernier secteur à se digitaliser avant la chasse et la pêche. Ils ont des super trucs dans la pêche et dans la chasse en termes de digital, pour suivre les poissons et tout. On avait fait le pari de sortir des mots incongrus hier soir, donc j'en ai sorti un. Non, plus sérieusement, c'est un gisement de données qui n'est pas du tout structuré ni utilisé avec la bonne valeur. Et l'immobilier, comme c'est le dernier secteur à se digitaliser, il bénéficie de toutes les technologies qui ont été développées dans les autres secteurs, l'aéronautique, la santé, le naval, etc. Et donc, il y a des technologies, donc, comme le BIM, dont j'ai fait la définition tout à l'heure, qui sont des technologies qui ont été utilisées pour les avions et autres. Et même les technologies qu'on a évoquées, hein, la blockchain, les tokens, etc., tout ça, les imprimantes 3D et autres. Donc cet immobilier va bénéficier de tout ça. Donc on est face en fait à une multiplicité d'informations. On a des clients qui en fait sont face à un immobilier qui s'est complexifié. On a des métiers qui se sont spécialisés, qui ont entretenu chacun leurs informations, qui ont entretenu chacun des bases de données, qui ne se parlent plus. Et du coup, la conséquence, c'est que les propriétaires, l'investisseur immobilier, le bailleur, la foncière, possèdent leurs murs, mais ne possèdent plus vraiment leurs données. Donc ce que fait la foncière, c'est consolider, centraliser, structurer, fiabiliser l'ensemble des données de nos clients pour leur construire leur foncière numérique, c'est-à-dire leur base de données à eux, dont ils vont reprendre le contrôle. Voilà.
Là, on va faire tourner un tout petit film rapidement. Oui. Avec la voix off de Vincent Baruet. Oui. Je vais commenter un petit peu ce film. Donc, ici, on part d'un territoire, parce qu'il y a de la donnée partout, à l'échelle des villes, à l'échelle des quartiers. On appelle ça de l'open data. Donc, c'est très important, cette information, de pouvoir la capter, parce qu'un actif immobilier, ce n'est pas un avion qui vole, ni un bateau qui flotte. C'est un actif qui est incarné dans un territoire, donc il faut pouvoir comprendre ces environnements. Ici, on exprime que la donnée, elle est donc très disséminée, et que donc notre métier, c'est effectivement de la centraliser. On la met dans une sorte de sarcophage. Il y a même la petite trace de fumée qui sort du sarcophage. Et ici, on est face à un immeuble haussmannien, un gros immeuble tertiaire, 32 000 m² à peu près, dans lequel on a entièrement reconstruit l'ensemble de ses composants. C'est pas pour faire joli, c'est parce que c'était un actif qui souffrait d'une méconnaissance profonde et cela engendrait en fait des coûts d'expertise redondantes où il fallait repasser tous les 4 matins pour faire des métrés, des surfaces. Il y a l'assureur qui appelle parce qu'il y a une fuite et on se dit qu'il faut absolument qu'il y ait un cordiste qui aille sur la toiture pour mesurer telle chose. Donc il y a un vrai besoin d'accès à l'information immédiate. Et c'est un actif aussi qui, parce qu'on lui a construit son référentiel de données à lui, il devient une plateforme de service sur laquelle viennent se plugger différents outils qui peuvent être pour les utilisateurs, les prestataires et autres. Et puis on fournit des indicateurs de performance, parce que quand on réunit la donnée au même endroit, ça permet de la croiser, ça permet de créer de l'intelligence. Et voilà, et on met tout ça dans la poche de notre client, et je peux vous dire que c'est un sacré challenge, parce que des immeubles comme ça, c'est à peu près presque 1 million de composants, et donc beaucoup d'informations extrêmement complexes à gérer. J'ai bien entendu, 1 million de 1 million de composants, à peu près. Les murs, les portes, les fenêtres, les équipements, les CTA, les cheminements de réseau et autres. Voilà. Donc on fait en sorte d'approfondir la connaissance de cet actif. D'accord. Et à ce jour, vous avez numérisé combien d'immeubles en tout? Alors, depuis 10 ans, pour ma part, ça fait presque 2 millions de mètres carrés. On a commencé par des stades pour l'Euro 2016. Ensuite, on a fait des hôpitaux, on a fait des objets très complexes. Ensuite, on a fait du logement, du tertiaire, on a un peu tout fait. On a même fait le Quai d'Orsay, on a fait le Bataclan pour des sujets de sûreté et sécurité, pour obtenir très très vite l'information pour la police ou le GIGN pour qu'ils puissent intervenir. Donc il y a de multiples usages, mais la foncière numérique, elle adresse d'abord, je dirais, les asset managers pour leur permettre d'avoir une compréhension immédiate de cet actif. Et il faut savoir quand même que la digitalisation, on va en parler aussi un peu après, a un gros impact sur la liquidité des biens. C'est-à-dire ça rassure énormément un acquéreur d'avoir un bâtiment qu'il maîtrise complètement et où il sait que l'ensemble des acteurs, que ce soit le property manager, les facility managers, toute la gestion locative, peuvent graviter autour des mêmes infos et contribuer aussi à enrichir cette même base d'information. En fait, chacun devient un contributeur ou un consommateur d'une donnée immobilière qui vient enrichir la base du client. D'accord, d'accord. Alors, j'ai une question maintenant. Ça, c'est la question traditionnelle des gendarmes et des voleurs. Chaque système a une faille. Comment protéger ces nouvelles technologies pour qu'elles ne soient pas utilisées à mauvais escient? Alors, on va commencer par Vincent, parce que c'est vrai. Imaginons une entreprise. Elle met en base de données sur la foncière numérique ou elle numérie foncière, je ne sais pas comment vous dites, son immeuble. Elle a toutes ces données, quelqu'un lui prend et après peut passer par tous ses prestataires, etc. Alors déjà, il y a des technologies derrière, puis il y a des centres d'hébergement. Donc nous, on est hébergé là où il y a la carte vitale. C'est censé résister à la chute d'un Boeing. Bon, ils n'ont pas testé, hein. Mais en gros, donc déjà, il y a une sécurisation informatique évidemment de premier niveau, des récurrences de sauvegarde, d'historisation des données et ainsi de suite qui sont extrêmement importantes, évidemment.
Et le nerf de la guerre, en fait, c'est, je dirais dans la donnée d'exploitation, c'est l'habilitation des informations. C'est-à-dire qu'évidemment, qui a le droit de voir quoi. Dans la conception-construction, tout le monde a un même intérêt, c'est de construire, donc ils sont dans une transparence de l'information. Mais en exploitation, chacun n'a pas le droit de voir, enfin voilà, entre les gestionnaires, les mainteneurs, les propriétaires, etc., les locataires, chacun a des droits différents. On a des technologies en fait qui couplent. Alors déjà, on a du machine learning pour arriver à absorber ces informations, les structurer, etc. Leur attribuer ce qu'on appelle des métadonnées pour pouvoir parfaitement les structurer, les habiliter, tout ça. Et après, il y a tout un circuit de sécurisation des données qui serait un petit peu, compliqué avec des termes un peu barbares. Mais voilà, il faut retenir deux choses. C'est évidemment la sécurisation informatique, elle n'est jamais infaillible. Et puis le nerf de la guerre qui est l'habilitation de l'information. Qui donne l'habilitation? Je pense que c'est moi qui ai parlé d'habilitation des informations. Bah oui, parce que c'est moi qui ai dit ce mot, donc je pense que ça m'est adressé. Mais dans l'exploitation immobilière, il y a à peu près, dans le tertiaire, il y a 33 intervenants à peu près, 33 métiers. Et dans le logement, il y en a une vingtaine. Qui définit les habilitations? Déjà, il y a un propriétaire investisseur d'un actif immobilier qui va édicter des règles, qui va dire l'acteur de mon property management, il a le droit de voir ça, il doit me renvoyer tel type d'information à tel moment. C'est toute la chaîne en fait. Donc après, il y a le facility manager qui doit voir ça, le locataire, il n'a pas le droit de voir ceci et autre, ou à telle temporalité. Donc ça suggère des systèmes de gestion de base d'informations qui sont très véloces pour arriver à gérer en fait tous les flux. Et voilà. Mais est-ce que c'est un peu comme les données de santé? Il y a des données protégées, pas protégées? Il y a beaucoup de données qui ne sont pas liées à la RGPD. D'accord, ça va être des données sur l'actif, mais il va y avoir des données sensibles. Si je parle du bail, par exemple, c'est une donnée qui ne se partage pas comme ça et qui doit se sécuriser absolument. On a même certains de nos clients qui veulent garder sur leur propre serveur. Enfin bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Même la donnée de surface peut être quelque chose d'assez sensible. Quand on voit les deltas qu'il y a entre la surface locative, la surface déclarée, la surface effective, les surfaces de plancher, etc. C'est intéressant d'avoir une précision de la surface instantanée quand on a des techniciens qui viennent intervenir sur un actif, par exemple. Mais il y a certaines typologies de surface qu'il faut révéler qu'à certains moments, ou par exemple quand on change de locataire. Je vais proposer un exercice très simple maintenant. Chacun de vous dit quelques mots de conclusion. Vincent ? Je voudrais d'abord vous remercier et ensuite quand même alerter sur le fait qu'il n'y a que 4% des données du monde qui sont hébergées en Europe. On a Google qui est arrivé avec Google Earth, Google Street View, etc., qui a demandé la permission à personne pour capter l'information de nos villes, nos quartiers, de nos immeubles. Ils n'ont pas encore passé la porte de l'immeuble. Je pense qu'il faut que les propriétaires, investisseurs, etc., reprennent possession de leurs informations et qu'au moins ils initient une digitalisation en fait, de leurs actifs derrière cette porte. Parce que derrière, il y a énormément en fait, de gisements de performance, d'optimisation. Et que c'est un super nouveau monde qui s'ouvre. Mais voilà, la France, l'Europe, je pense, doit posséder son patrimoine immobilier et posséder les données de son patrimoine immobilier.